Voilà, bonsoir chers téléspectateurs, on se retrouve comme prévu pour votre émission Zoom sur. Le 31 mars dernier, le président de la République a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la première édition de la Foire nationale de l'élevage à Timbedra, dans le Hod El Sharqi. La Mauritanie possède tout de même un cheptel dont les effectifs sont estimés à plus de 20 millions de têtes de bétail. Toutefois, son impact sur l'économie globale du pays demeure limité. Son potentiel reste sous-exploité du fait des multiples contraintes et difficultés. Parlons de ces contraintes et difficultés, des défis du secteur de l'élevage et la signification de la foire de Timbedra avec nos invités ce soir. Alors, on a l'honneur d'avoir ce soir avec nous Monsieur Mohamed Nemine, conseiller technique du ministre du Développement rural, président du comité d'organisation de la foire en question, et M. Ahmed Salem El Arbi, qui est directeur du développement des filières animales et du pastoralisme. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Alors dites-nous, M. Mohamed Nemine, c'est quand même étrange qu'un pays comme la Mauritanie n'ait pas organisé, disons, une telle foire. C'est dû à quoi ? Pourquoi un tel retard d'un demi-siècle ? Il faut dire que cette première édition de la foire que nous venons d'organiser à Timbedra est tout d'abord le résultat d'une réflexion tout d'abord interne au niveau du département et qui a été poussée par un contexte très particulier de ce sous-secteur qui est caractérisé par les éléments fondamentaux suivants. Ce contexte que je vais caractériser, qui a permis de réfléchir à l'organisation de cette foire. C'est tout d'abord, comme vous venez de le dire, plus de 20 millions de têtes. Un pays du Sahel dont les ressources pastorales permettent un développement de ce secteur. Il y a tout d'abord une population qui n'est pas très nombreuse, des ressources pastorales importantes, plus d'1 million de kilomètres carrés. Nous avons également un potentiel important des filières qui naissent, laitières, de viande rouge, avicoles, et tout cela est caractérisé par une faible productivité. Nous continuons à importer le lait. Nous continuons à importer des produits dérivés de l'élevage. Et tout cela ne se justifie pas. D'où donc cette réflexion. La foire est venue au bon moment. Cette foire donc a permis, partant de ce contexte. Mais comment expliquer aussi ce paradoxe ? Maintenant, j'ai dit que nous reconnaissons cette situation qui n'est pas compréhensible. Et l'élément fondamental qui nous a poussé à réfléchir davantage sur cette situation, c'est quand même le Covid qui vient et la nécessité pour le pays de s'orienter vers ses propres ressources internes pour assurer son autosuffisance alimentaire, aussi bien dans l'agriculture mais dans l'élevage surtout, qui est une ressource très importante dans le pays. Et donc, si je lis cette réflexion à la volonté politique affichée et ferme du président de la République, vous savez très bien que dans le programme Tahaoudati, c'est bien dit, le pays doit s'orienter vers ses propres potentialités et assurer son autosuffisance. Il y a une partie très importante dans ce programme qui est liée à l'élevage. D'accord. Monsieur Mohamed Nemine, on reviendra sur cet aspect-là. Alors, dites-nous, Monsieur Ahmed Salem, les mesures qui ont amené aujourd'hui à l'organisation de la première foire pour compléter un peu ce que Nemine disait. Merci beaucoup. Je peux compléter, je peux ajouter juste, en plus de ce que mon collègue a dit, que malheureusement, les systèmes de production, les systèmes d'élevage qui étaient pratiqués étaient toujours des systèmes extensifs, traditionnels, des vieilles pratiques d'élevage qui, malheureusement, ne peuvent pas répondre aux besoins croissants de nos populations.
il y a des problèmes de productivité, comme a dit mon collègue. Il y a des problèmes de non-valorisation de ces ressources. Et il y a aussi un problème qui est fondamental, à mon avis, c'est celui que les gouvernements précédents n'accordaient pas l'importance qu'il faut à ce secteur très stratégique pour les pays. En termes d'investissement, sur les budgets État, vous savez, le secteur de l'élevage était toujours inférieur à 1% de l'investissement global de l'État, ce qui est contradictoire avec son importance et son poids dans la formation du PIB national, qui est de l'ordre de 20% selon toutes les études. Donc c'est tout à fait naturel que l'absence de cette importance, les systèmes trop classiques et trop traditionnels font que ce secteur a malheureusement été toujours marginalisé. Et ce qui a changé maintenant, ce qui nous a amené justement à organiser ces journées, c'est une nouvelle volonté, mon collègue l'a bien expliqué, auprès des décideurs. C'est que suite aux différentes crises qu'on a vécues ces dernières années, que les techniciens et les politiciens, y compris les acteurs économiques du secteur, ont vu l'importance de s'orienter vers ce secteur qui est là. On a un potentiel à explorer, on a des ressources importantes à valoriser, et donc c'est de là que l'idée a vu le jour. Et justement, vous avez vu que c'était quelque chose qui est très apprécié par l'ensemble des Mauritaniens, et notamment les éleveurs et les producteurs. Et le choix de Timbedra, je suis convaincu que ce n'est pas un hasard. Pourquoi vous avez choisi justement Timbedra? Oui, justement. Timbedra, je vais vous dire une chose, c'est que tout d'abord, vous savez que le wilaya de Hawj Sharqi, c'est pour nous une wilaya qui a un grand potentiel animal. Donc d'ailleurs, c'est le premier. Donc, le cheptel mauritanien, sa répartition géographique, il se trouve que dans la wilaya de Hawj Sharqi, on détient plus d'animaux. Donc il y a un grand potentiel de ressources pastorales, que ce soit des pâturages, des ressources hydrologiques, etc. etc. Et puis voilà, on a voulu que justement cette première édition soit en tout cas organisée dans cette wilaya. Timbedra, oui, c'est vrai qu'au niveau de Timbedra, la mairie de Timbedra a manifesté un intérêt aussi depuis plusieurs mois pour organiser ils ont même envoyé des demandes au ministère, et donc je dirais que ça a donné un sens au choix, et donc ce n'est pas une coïncidence. Mais dites-nous, Monsieur Mohamed Ould Nemine, quels sont les résultats attendus aujourd'hui de cette foire à court terme ou à moyen terme? Je dirais que ces résultats, après avoir suivi l'important discours du chef de l'État, qui lui-même a annoncé des grandes décisions, 3 grandes décisions, et suite au constat sur la qualité des exposants qui ont été au nombre de 60 stands de divers acteurs, depuis les producteurs des fourrages jusqu'aux producteurs de lait, producteurs de cuir, de viande, etc. Tout ce monde s'est retrouvé dans un stand, dans 60 stands. On a fait le plein, je dis bien, hein? Il n'y a pas eu un stand réservé qui n'a pas été occupé. Le fait, plus 18 box d'animaux, de races locales, de races améliorées, etc., plus les expositions de tout ce qui est lié à l'élevage en termes de tradition et mœurs mauritaniens. Tout cela a fait que les résultats, plus l'organisation de 3 panels de réflexion, parce que c'est d'ailleurs la crème recherchée à travers tout ça, c'est 3 panels ont été organisés, et la déclaration de Timbedra qui a suivi le dernier jour, la déclaration de Timbedra qui reprend les 3 grandes décisions du chef de l'État, les recommandations issues des panels. Tout cela fait que les résultats attendus, comme vous le dites, c'est tout d'abord
le lancement d'un nouveau programme, une nouvelle orientation. C'est-à-dire on est dans un virage total sur l'ancienne approche des départements en matière de vision de développement de l'élevage. Et mon collègue l'a bien caractérisé, c'est le manque de fonds destinés à cet élevage, un élevage qui n'a pas eu de ressources suffisantes. Aujourd'hui, les résultats attendus de ça, c'est tout d'abord l'émergence d'un secteur privé qui va investir dans l'élevage en termes d'industrialisation, de transformation, de commercialisation. Le deuxième résultat, c'est le renforcement des capacités des organisations socio-professionnelles et des privés qui vont investir désormais. Troisièmement, c'est la révision de tout le système réglementaire, les textes juridiques, le cadre juridique qui existait, qu'il faut reformuler de façon à s'adapter à ça. Le quatrième résultat, c'est aussi le fait que désormais les acteurs seront en synergie, il y aura un réseautage. Et tout cela, comme je l'ai dit, c'est pour arriver à satisfaire le consommateur mauritanien par ses propres ressources. Nous avons un flux d'argent, une hémorragie de devises pour l'importation des produits de lait, et autres, je l'ai cité apparemment. Aujourd'hui, si on s'oriente avec un fonds de développement, parce que je rappelle les 3 décisions, vous avez 2 établissements qui seront créés, et vous avez un fonds de développement, déjà une provision de 8 milliards par année. Et avec l'investissement privé, qui ont déjà annoncé quelques milliards aussi à ajouter, on s'attend à ce que les partenaires techniques et financiers s'y mettent. Alors je pense qu'on est dans un virage. C'est le résultat attendu de ce que... Mais il faut parler du partenariat. Sur quoi attendez-vous le secteur privé? Parce que tout simplement, il y a 2 choses qu'il faut bien savoir. Il y a ce qu'on appelle l'investissement dans le collectif, dans le public. C'est tout ce qui appuie les petits producteurs. Et ça, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est de pouvoir... On a des milliers de ménages pauvres qu'on retrouve dans toute la Mauritanie. Il faut s'orienter vers l'amélioration de leurs revenus. Mais si vous parlez du privé, le privé est le moteur du développement. C'est la croissance, c'est la valeur ajoutée. Ces investisseurs, quand ils mettent leurs fonds, les capitaux, on leur crée le cadre, l'environnement, c'est eux qui seront la locomotive de ce développement de l'élevage. C'est pourquoi on a impliqué les privés et ils sont venus en force et ils ont même fait des déclarations et des engagements par rapport à cette nouvelle politique. Oui, parlez-nous des engagements, des engagements du... Ils se sont engagés à rentrer dans le financement, à rentrer dans le partenariat public-privé, à s'investir dans des projets communs avec des partenaires, avec le public, privé même, dans l'industrialisation, dans la production de fourrage, dans les systèmes d'abattoirs modernes, dans tous les volets qui concernent le secteur. Ils vont investir, ils vont mettre leurs fonds, ils vont mettre des capitaux, c'est en général des banquiers, c'est en général des gens qui sont en partenariat avec même des capitaux privés. Tout ce monde, comme j'ai dit, c'est pour la locomotive de la croissance. Mais le ministère a quand même ce programme, les abattoirs et tout, le ministère a... Non, nous avons un abattoir qui ne répond pas aux normes. Dans chaque wilaya, il n'y a pas de baie de repos? Je parle de l'abattoir, le principal de Nouakchott. Nous ne parlons pas des abattoirs de l'intérieur parce que c'est à désirer, hein, ça laisse à désirer. Nous avons une situation, et d'ailleurs mon collègue peut en parler parce qu'il est plus spécialiste que moi. Le problème de la Mauritanie aujourd'hui, avec, comme vous dites, 24 millions, mais on ne peut pas exporter 1 kilogramme de viande. Parce que tout simplement, il y a lieu de répondre aux normes sanitaires exigées par le monde. Et c'est là où on s'oriente. Donc, ne parlez pas des abattoirs de l'intérieur. Ce n'est pas des abattoirs. C'est peut-être là où on abat tout simplement. Mais l'abattoir de Nouakchott lui-même est à rénover. Il est à réhabiliter. On s'oriente vers ça. Nous avons une vision beaucoup plus grande, plus ambitieuse de faire des abattoirs qui répondent aux normes. Justement, monsieur le directeur, pour compléter un peu ou pour rejoindre, ou pour dire le contraire, j'aimerais juste utiliser les termes qu'il faut concernant les abattoirs. Ce que nous avons, c'est des tueries. Ce ne sont pas des abattoirs, malheureusement. À Nouakchott, on a un espace d'abattage qui est plus ou moins doté des moyens de respect de l'hygiène, de salubrité, parce que quand même, nous sommes en train de manipuler une denrée alimentaire destinée à la consommation par une large population. Ça, c'est vrai, il y a l'inspection vétérinaire qui est là. Mais malheureusement, en termes de normes, comme a dit mon collègue,
nous sommes très, 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 très loin. Et c'est là où, justement, cette grande ambition pour le secteur de l'élevage, pour répondre aux normes nationales et internationales en matière de produits animaux. Parce que, comme vous le savez, on a un double objectif. Cette grande richesse animale doit être valorisée. Elle doit être transformée en produit à haute valeur ajoutée pour qu'on puisse tirer le maximum de profit économique de ces denrées. D'où justement l'implication du secteur privé. Vous avez vu au niveau de la foire quelques hommes d'affaires qui se sont engagés publiquement pour justement rentrer dans l'investissement dans ce secteur. Et ça, c'est une décision qui est entendue. Mais quelles sont les démarches justement qui ont été entamées pour aller dans ce sens? On a entendu déjà les déclarations de certains hommes d'affaires qui se sont engagés pour mettre tout d'abord des lignes de crédit destinées à l'élevage, et ça c'est très important. Ça veut dire qu'ils vont financer la mise en place de certains projets, des projets de transformation, d'élevage, de production, et ça c'est très important. Parce que ce qui manquait, en plus de la volonté politique, c'est justement les financements. Pour qu'on puisse développer un secteur quelconque, n'importe lequel, il faudrait déjà des financements, des ressources de financement. Et donc il y a déjà un outil qui est là, de financement privé. Donc à travers les banques, donc il y a des lignes de crédit qui ont été annoncées avec des taux d'intérêt préférentiels pour le secteur de l'élevage. Donc rien que la journée du 31 mars, on a déjà entendu une enveloppe comme 3 à 4 milliards de guillemets annoncée par des privés. Et ça, c'est très important. Ça, c'est une décision aussi qui va entraîner les autres hommes d'affaires, nationaux et étrangers, à venir investir dans ce secteur. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, comme a dit mon collègue, il y a la volonté ferme de l'État par la création de ce fonds important dédié au secteur de l'élevage, avec déjà une provision de 8 milliards de guillemets comme début. Il y a un ensemble de décisions qui traduit la volonté ferme du gouvernement pour développer ce secteur. La création d'établissements, etc. C'est ce qu'on a entendu. Mais aussi, il y a tout un travail de fond qui est en cours d'être mis en place par le département pour justement... Mais à propos de création d'établissements, on a déjà eu l'expérience à NEMA et finalement, on sait comment ça s'est déroulé. Je ne pense pas que ce genre d'établissement a été créé par avant dans le secteur de l'élevage. Les établissements annoncés, ce sont un établissement à caractère industriel et commercial, EPIC, dont son rôle est de justement travailler sur la promotion, sur la mise en place d'investissements structurants, comme les grands abattoirs. Vous savez, on a une approche qui est toute simple, c'est qu'on pense que pour le développement économique de ce secteur, et d'ailleurs tous les secteurs, productifs en tout cas, c'est qu'il faut l'engagement ferme. Et vous ne pensez pas que ça relève plutôt du privé que du public? Exactement, c'est du privé. C'est là où je vais en venir. Notre approche... Et vous avez dit épique. C'est que normalement, pour développer n'importe quel secteur, il faudrait mettre en valeur la contribution des privés. C'est le moteur qui va tirer le reste des chaînes de valeur. Ça, c'est inévitable. D'où justement la forte implication des hommes d'affaires et l'appel que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait dans son discours. Il a appelé les autres privés à annoncer et à rentrer. Il les a encouragés à rentrer dans ce secteur. Et ça, c'est très important. Parmi les résultats de la foire, c'est justement la communication et l'échange entre les différents acteurs. On a vu, comme a dit mon collègue, dans les 60 stands d'exposition, quelques expériences très intéressantes. D'autres promoteurs privés ont vu des expériences importantes. Et donc, c'était un espace d'échange. De ces expériences, comme vous étiez là-bas.
Pardon? Vous parlez d'expérience. Parlez-nous un petit peu de ces expériences-là. En tout cas, je ne peux pas parler de tout, mais de toutes les façons, il y a pas mal d'expériences qui ont été présentées en culture fourragère, par exemple, en transformation des produits animaux en cuir et autre chose. Il y a la transformation de certains produits végétaux aussi pour l'alimentation animale. Il y a la fabrication de certains aliments concentrés à partir des dattes et des sous-produits oasiens. Ça, c'est des expériences qui étaient très intéressantes. Il y a pas mal d'expériences. Il y a aussi un autre résultat qui est important, c'est celui de la richesse, de la diversité de notre patrimoine génétique animal. Et ça, c'est très important. En dehors des stands d'exposition, il y avait des box animaux dans lesquels nous avons exposé une quinzaine de races nationales. Et ça, c'est très important. Parmi lesquelles il y a des races animales qui sont en train de disparaître. On a attiré l'attention des décideurs, notamment son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'importance de mettre en place des programmes de conservation de ces races. Parce que ces races, quand même, représentent la diversité animale très importante. Ça fait la richesse de notre patrimoine animal. D'accord. L'introduction de ces expériences nécessite quand même, ou de cette protection nécessite quand même une certaine formation pour le personnel. Avons-nous ce potentiel? Oui. Je pense que sur le plan formation, on a un potentiel. On a déjà des centres de formation qui sont là. On a des écoles de formation dans le domaine agricole et d'élevage. On a des instituts. J'avoue qu'il y a un manque de formation, ça c'est sûr. Je pense que c'est justement parmi les axes sur lesquels le gouvernement et les ministères vont travailler dans les années à venir. Parce que, comme il a dit, si les ambitions sont grandes pour développer les secteurs, il faudrait qu'il y ait un accompagnement, non seulement les ressources financières, mais aussi les ressources humaines. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est parmi les réflexions sur lesquelles les journées, les panels, les journées de réflexion en marge de la foire ont beaucoup insisté. Parce que vous le savez, la partie matière grise de la foire, c'était les journées de réflexion qui étaient organisées en marge de cette foire, qui étaient très importantes en termes de participation. Je vous dis qu'il y a plus de 130 personnes qui ont participé à ces journées-là, dans 3 panels. Ces personnes représentent les différents acteurs. Et il y avait les éleveurs, les associations, les organisations professionnelles, les partenaires au développement, les promoteurs économiques privés et les services techniques. Et donc, c'était un échange extraordinaire qui a ressorti certaines recommandations, dont d'ailleurs son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son discours d'ouverture, a beaucoup insisté. Il a dit qu'il attend les outputs de ces journées de réflexion. Eh bien, justement, après 2 journées de réflexion et d'échange avec l'ensemble des parties prenantes qui étaient présentes, on est sorti avec quelques documents importants qui représentent justement une large représentativité des points de vue différents. Donc, dans ces journées de réflexion, il y avait justement les gens ont beaucoup insisté sur la formation. Cet aspect formation. D'accord. Monsieur le conseiller, dites-nous, pour faire un état de lieu de l'élevage en Mauritanie, les caractéristiques de l'élevage, du secteur de l'élevage ici en Mauritanie. Avant de répondre à votre question... Mais rapidement, parce que le temps nous est un petit peu compté. Je voudrais ajouter juste quelque chose par rapport à ce que mon collègue vient de dire. C'était pour vous donner une certaine image de l'organisation même de la foire, parce que c'est lié à la question. Nous avons la conception, comme c'est tous les acteurs qui viennent participer, il faut dire qu'il y a 5 L à peu près, qui constituent les 60 stands. Il y a ce tel qui commence par le département, qui présente les plans d'action, la vision de ces projets et de ces structures centrales. Ça, c'est l'aile première. Puis on fait suivre par tous ceux qui sont fournisseurs de médicaments. Et puis on fait suivre l'aile de tous ceux qui vendent de l'aliment de bétail, qui sont liés à eux. Puis viennent les sociétés de lait qu'on a, mauritaniennes. Et
puis on vient, producteur éventuellement d'agriculture, pour venir à l'aile de tout ce qui est produit de peau, cuir et autres, et l'aile des organisations. Vous voulez dire la filière en quelque sorte? C'est la conception tout d'abord de la foire, pour que les gens comprennent. Une foire, vous savez, elle peut être désordonnée, mais nous avons fait tout pour que les gens se comprennent entre eux. C'est-à-dire que vous êtes visiteur, vous rentrez dans la foire, vous avez 60 stands devant vous, et il faut bien savoir s'orienter. Par quoi commencer. Le chef de l'État, par exemple, quand il est rentré, c'est l'aile du département, parce qu'il est censé exposer la politique. Il faut présenter la politique du département actuelle. Puis on passe maintenant à tous ceux qui produisent forage, à tous ceux qui font l'aliment de l'État, à tous ceux qui font les laits. C'est pour les visiteurs. Ce n'est pas fait seulement pour le ministère, il y a des visiteurs qui viennent. Nous avons enregistré environ 2000 visiteurs, entre invités dans Nouakchott et ceux qui viennent regarder. Alors il faut qu'ils comprennent. Pour revenir à votre question, l'état des lieux reprend un peu ce que nous venons de dire auparavant. Mais je vais le rappeler très bien. Mais pour revenir un peu aux visiteurs, qu'est-ce qui a retenu un petit peu, disons, l'attention des visiteurs, justement? Les visiteurs, la qualité des visiteurs. Les visiteurs sont de trois sortes. Nous avons des visiteurs locaux, ceux de la région qui sont venus par curiosité et s'intéresser. Ils sont tout d'abord éleveurs. Je veux voir, cette foire-là, en fait, c'est quoi? C'est l'événement majeur de la région. C'est une première édition. Tout le monde, vous savez. Oui, qu'est-ce qu'on présente? Tout le monde a envie de savoir ce que vous présentez, mais voilà, qu'est-ce que vous leur avez présenté, justement? Les visiteurs c'est des visiteurs officiels qui sont invités et que nous avons nous-mêmes programmés avant le départ de Timbedra. C'est les partenaires techniques et financiers, c'est tous ceux, c'est les organisations internationales, c'est tous ceux qui sont intéressés par le secteur. Donc les gens qui sont dans un certain niveau de connaissance. Et puis, vous avez les visiteurs officiels que nous appelons les membres du gouvernement qui sont venus, éventuellement les représentants des organisations. D'accord. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous avez présenté justement à ces visiteurs aujourd'hui qui a pu capter cette attention d'intéressant, qui a pu capter leur attention et qui fait de cette foire une réussite? Pour capter leur attention, et capter même l'attention du plus petit visiteur, nous avons tout d'abord fait le décor de nos 60 stands en exposant, comme mon collègue vient de vous dire, nous avons présenté tout d'abord les dernières productions de qualité de lait, de forage, de cuir. C'est les meilleurs produits. On n'expose pas n'importe quoi. Vous avez une commission de sélection. Vous ne présentez pas n'importe quoi. Dans l'aile, par exemple, des forages, c'est les briques. C'est les briques bien, c'est les types de forage qu'on produit, de qualité, nutritive, etc., etc. Et ça doit être bien emballé dans des conditions très exigeantes. On était très exigeants. Ce n'est pas une foire comme ça, on fait de la part. Alors, donc les visiteurs étaient très intéressés et très curieux de voir ces produits. Et au niveau des box, dont mon collègue a parlé, c'était aussi les meilleures races. C'est soit les races améliorées, les races locales. Certaines races on ne pouvait pas les trouver n'importe où. On a bien voulu montrer qu'en Mauritanie, il y a des races. Et d'ailleurs, certaines sont en voie de disparition. Certaines races sont en voie de disparition. On a tenu à les amener pour pouvoir préparer un programme de conservation et de multiplication de ces races en voie de disparition. On les trouve dans les ovins, on les trouve dans les bovins, et pourquoi pas dans les camélins. Alors donc, c'est pour répondre à votre question, l'état du lieu. Vous avez parlé. Oui, les caractéristiques très rapidement, l'état du lieu de ces secteurs. Et on a déjà parlé de quelques éléments de cet état des lieux. Cet état des lieux, aujourd'hui, fait que c'est en insuffisant, c'est en négatif. Un état des lieux est caractérisé par du positif ou du négatif. Nous considérons que tous les segments liés à ce secteur sont l'état des lieux. On dit que la Mauritanie est une terre d'élevage. Est-ce que les Mauritaniens qui se disent, est-ce qu'ils connaissent vraiment le secteur de l'élevage? Est-ce que vous savez que depuis le président de la République, jusque même dans votre famille, il n'y a pas une famille qui n'a pas une relation avec l'élevage? Mais est-ce qu'on connaît bien ce secteur? Bien sûr, parce que soit vous êtes propriétaire. Qu'est-ce que ça nous a apporté sur le plan de développement? C'est comme ça, c'est le Mauritanien, comme ça il est lié à l'élevage. Là où il passe, il est lié à l'élevage. C'est soit votre père est possesseur. Mais vous dites que le lait est cher, la viande est chère, et que nous sommes quand même dans
Le mouton de la fête, là, c'est bientôt, c'est cher, tout est... nous avons dit qu'on a 20 millions de têtes déjà. Alors, presque 300 000, si je veux témoigner, presque 300 000 à 400 000 sont vendus au Sénégal chaque année. C'est une commande même. La commande maintenant, elle est déjà ferme. 300 000 à 400 000 têtes doivent traverser vers le Sénégal. Mais et au niveau un mouton interne, ici coûte 50 000 gouillas. Quand il passe au Sénégal, il peut aller jusqu'à 150 000 gouillas. On dit même que certains moutons coûtent mais 1 50 000 million. gouillas, quand même, c'est cher. 50 000 gouillas, c'est Surtout dans cher. la fête de Tabaski et de Rite. Oui. Sans En fait, la 2 Mauritanie, millions de têtes, le 50 000 Sénégal, gouillas, c'est quand même cher. 50 000 gouillas, c'est pas donné à tout le monde. et je vous donne une information. Oui. Dans tous les pays de l'Afrique, en dehors du Soudan, du Tchad et du Niger, la Mauritanie vient en 4e position. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement, oui, monsieur le juste directeur? pour caractériser le secteur de l'élevage en Mauritanie. En une seule phrase, c'est que cet secteur a grand potentiel, malheureusement, sous-exploité. Donc, si par exemple, vous venez de parler du lait, de viande, des produits, dans votre assiette journalière, tous les Mauritaniens d'ailleurs, on utilise des produits animaux. Nous sommes les plus grands consommateurs de viande et du lait dans la sous-région. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais malheureusement, on pouvait gagner plus quand on crée une valeur ajoutée. Tous les produits de transformation, malheureusement, il n'y a pas de transformation. C'est pas aussi transformation. facile aussi. C'est très facile. Vous avez dans la chaîne viande rouge, par exemple, il y a beaucoup de niches de transformation que, malheureusement, au niveau national, on n'en tire pas profit. Tous les sous-produits d'abattage, malheureusement, ne sont pas utilisés. Il y a les peaux, il y a les C'est cuirs, peut-être il y là a le problème du les développement du onglons, secteur. il y a les cornes, il y a tout ce que vous voulez. On ne Les l'utilise onglons. pas, malheureusement. Et C'est pourtant, peut-être- c'est une richesse. C'est peut-être ça le problème du développement du secteur, justement. Oui, c'est justement, c'est ça le manque, exactement. C'est sur ces créneaux que nous voudrions justement tourner, nous voudrions concentrer dans les années à venir. Et c'est grâce à Investir. cette volonté, ces investissements, que nous devons justement se concentrer sur ces niches, parce qu'ils sont porteurs de valeur ajoutée. Et je vous donne un exemple. Dans la transformation des viandes, vous savez qu'on importe actuellement des produits carnés transformés. Les saucissons, Oui, tout à fait. tout ça, malheureusement, c'est des choses qu'on peut produire ici. Parce que nous sommes exportateurs de viande. Nous sommes exportateurs d'animaux sur pied. Mon collègue vient de Mais le dire. inconnu pour la Rien- plupart de la population locale, ces En produits-là. tout cas, aujourd'hui, au niveau de Nouakchott et les grandes villes, on consomme ce genre de produits carnés transformés, qui sont malheureusement tous importés. Et pourtant, avec des petites techniques simples, on peut les produire ici. On peut même les exporter. Mais c'est un problème d'investissement et de savoir-faire. D'où justement ces décisions qui ont été prises suite à cette foire, que nous allons justement travailler sur la transformation des produits et sous-produits animaux. D'accord. Mais ça implique justement le volet formation, là. Tout à fait. Ça nécessite quand même des savoir-faire un peu spécifiques, certaines technicités. De C'est ce qui technologie de manque. pointe aussi. C'est ce qui manque, mais je pense qu'avec des petites formations, Pas nécessairement de pointe, mais de technologie. des technologies, ça nécessite certaines formations, certains perfectionnements techniques de nos techniciens, parce que ça, c'est quand même, c'est pas une grande technologie, hein, c'est juste des techniques de transformation simples, en tout cas pour les produits Mais carnés. est-ce que pour cela entre dans votre programme de formation, justement? Tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien Il sûr. faut comprendre une chose, qu'il y a juste 3 jours qu'on est revenu de Timbedra. La foire vient de se terminer. Nous avons un paquet thématique très important et une ambition de mettre en œuvre de façon concrète ce qui vient d'être dit et réfléchi à Timbedra. Donc le département a un grand chantier devant lui. Il y a tout d'abord à bien creuser sur les thématiques valorisation, promotion, financement, et puis sur même ces décisions du chef de l'État. Tout cela, le ministère va se pencher dans les prochains jours pour aller dans les détails dans le cadre d'un plan d'action qui fera l'objet d'une exécution et de mise en œuvre dans les années prochaines. Nous pensons que sur le court terme, des actions seront mises en œuvre d'ailleurs dans le cadre même du propre du plan de relance économique. Certaines actions issues de cette phase ont déjà commencé.
Et par rapport aux résultats des panels de réflexion, le ministère va se pencher dès demain. Il y a une réunion d'évaluation prévue demain. Donc nous allons par exemple, l'encadrement des organisations professionnelles? Bien sûr. Ça, c'est la base de tout. Ça, c'est la base, le fondement de tout, c'est les organisations professionnelles. Et comme j'ai dit, les privés. Mais concrètement, dites-nous ce que vous avez fait, oui. Donc j'avais dit que devant nous, il y a un groupe cible. Il y a des organisations professionnelles type coopératives, associations, etc. Et vous avez des privés. Chaque structure a ses caractéristiques. Mais vous allez travailler avec les deux. Il y a un financement qui va s'orienter, c'est d'ailleurs la microfinance, c'est le cas de la microfinance. Vous savez que la microfinance est généralement orientée vers les petits producteurs, c'est les petits ménages. Et ça, c'est prioritaire pour l'État parce qu'il y va pour la sécurité alimentaire. Alors que pour les investissements structurants, comme mon collègue vient de citer, c'est aussi une autre catégorie. C'est le patronat, c'est la fédération des éleveurs, c'est des privés. C'est des gens qui vont investir dans les aménagements. Il y a par exemple au Ferraz, c'est des gens qui vont investir dans les usines, des gens qui vont investir dans la transformation. Donc ça, il faut qu'on travaille avec les deux acteurs. Et le tout réuni fait réellement le groupe cible du programme. Donc réellement, le chantier est très grand. Nous avons dit qu'il y a un virage. Les politiques anciennes ne sont pas la politique annoncée depuis le discours du chef de l'État. Avant, on avait notre approche, on avait nos plans d'action, mais cette fois-ci, je crois que le département va de nouveau revoir le programme de façon à le caler avec cette vision et cette ambition. Mais quelle est la situation des principales filières animales aujourd'hui en Mauritanie? Mais nous allons toucher à toutes les filières. Quand on parle de la promotion du secteur de l'élevage, on est dans les filières laitières, on est dans la filière viande rouge et viande blanche, on est dans le pot et cuir. Mais par exemple, comme exemple, la filière de secteur laitier, oui. Où en est-on aujourd'hui? On est déjà dans une certaine avancée significative. Nous avons aujourd'hui la couverture, et je prends témoin mon collègue, on est à 30% environ de couverture de nos besoins. Et 70% encore est importé. Alors, ces structures, il faut les renforcer. Ces structures devaient, une fois l'ensemble des dispositions ont été mises en œuvre, des investissements beaucoup plus importants seront dans la production de lait, dans l'industrialisation, et deux opérateurs vont y rentrer. Mais avez-vous une idée de la valeur du lait importé? À combien elle s'élève par rapport au lait mauritanien? Alors, c'est important, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'État, c'est des millions de dollars. C'est 70 millions de dollars. 70 millions de dollars. D'importation des produits laitiers et dérivés. Annuel? Bien sûr. Par année. D'ailleurs, regardez les étalages, rentrez dans n'importe quelle boutique ou épicerie, vous allez trouver que tous les rayons sont pleins de, c'est pas rose, comment ça s'appelle, salam, je sais pas. Mais nous, on fait la ruée quand il y a le khrif. Ah oui. Le soir, par exemple, le dimanche, vous n'avez pratiquement pas ça dans les magasins, dans les épiceries à Nouakchott. Tous les 12 jours, on est en manque. Moi, je prends un témoin. Hein. Voilà. Vous allez voir la file. Avez-vous le khri, vous avez vous ne le trouvez pas parce que tout simplement, on n'arrive pas à satisfaire nos propres besoins. Alors que c'est un paradoxe. Tant de millions de têtes qu'on a citées et on ne produit que 30%. C'est pas normal. Mais comment expliquer que le cheptel existe, c'est qu'on n'arrive quand même pas à même satisfaire les besoins de Mauritaniens dans ce secteur? C'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de lait. Le lait est là, il y a des millions de têtes. Mais le problème est que l'environnement qu'il faut. Moi, pour produire, pour le lait de qualité, il faut l'emballer, il faut avoir de la conservation, il faut avoir du froid, il faut avoir un système de refroidissement, etc. Il y a tout un problème, des problèmes techniques qui se posent. Il y a même le financement. Mais toutes ces structures peuvent être montées. Mais je dois avoir accès à un financement. Qu'est-ce qui nous empêche de monter ces structures ici en Mauritanie? Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de monter ces structures ici? Ce qui nous empêche, c'est ce que mon collègue vous a rappelé au début de l'émission. La volonté politique affichée auparavant n'est pas la même qu'aujourd'hui. On avait cette volonté, mais elle n'est pas concrétisée dans les programmes ni dans les financements. Quand on vous dit que l'élevage est l'élément pauvre du système, vous prenez le budget du ministère du Développement rural par an, les années passées, vous allez trouver qu'il ne va pas représenter 10-15%. Ce n'est pas normal, on ne peut pas avancer avec des budgets comme ça. Maintenant que les choses sont déclarées de façon officielle par le chef de l'État, avec un fonds de 8 milliards, avec des milliards déjà déclarés par des privés, et avec les partenaires qui vont s'y mettre, je pense que la chose va changer. Parlons à présent du secteur de la viande rouge. La viande rouge, nous avons une autosuffisance en viande. Le kilo est presque à 2000 ou même plus. S'il vous plaît, ici sur le plateau,
on ne parle pas prix, mais on parle plutôt de valorisation de cette viande rouge de façon à en faire une valeur ajoutée. Mais on parle de la consommation également. Hein? On parle de la consommation également. Je suis d'accord avec vous que c'est peut-être d'autres facteurs qui sont liés à la montée des prix. C'est plusieurs facteurs qui se cumulent et qui font que les prix augmentent. Essentiellement la viande rouge, très consommée quand même chez nous. Donc, il se peut même que... Vous l'avez dit que c'est très consommé. Eh ben, c'est très consommé chez nous. Alors, c'est très consommé. Elle est là, la matière est là, la viande est là, elle est dans tous les coins. Le prix, c'est autre chose, je vous dis, c'est d'autres facteurs qui rentrent. L'accès n'est pas du tout facile maintenant avec la viande rouge. Oui, mais écoutez, allez-y au poisson, allez-y. Mais si on préfère la viande rouge, on préfère la viande rouge. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de consommer beaucoup de viande rouge. Moi, je suis une grande consommatrice de viande rouge. La situation actuelle des filières animales, je peux le résumer en 2 minutes. La filière lait, comme on vient de dire, on a une grande importation. C'est parce que nous sommes de gros consommateurs de lait. C'est parce que, en termes de production, on a un problème de productivité au niveau de l'amont de la chaîne, c'est-à-dire une faible productivité de certaines races animales, ça il faut le dire. Des problèmes d'alimentation des cheptels, parce que pour produire plus de lait, il faut maîtriser la partie alimentation à la base. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, le coût de revient des litres de lait est trop élevé par rapport à la région, la sous-région. Pourquoi? Parce que en amont de la chaîne, il y a un coût élevé de production. D'où justement cette stratégie du ministère que nous allons mettre en œuvre de travailler sur la réduction du coût de production en amont et en aval. Et ça, en amont, il faut travailler sur la productivité animale, donc augmenter le potentiel productif par animal, donc aller avec l'amélioration génétique, l'alimentation, etc., pour augmenter la production. Deuxièmement, il faut travailler sur la compétitivité. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde ouvert. Nous importons beaucoup de quantités de lait qui viennent de tous bords du monde. Et si vous voyez dans ces pays qui exportent chez nous, toute la filière animale, elle est subventionnée. Je peux vous donner un exemple. Au niveau de l'Union européenne, les pays membres de la Commission de l'Union européenne, le lait produit est subventionné à plus de 20%. Chaque litre de lait produit dans la communauté européenne, le litre est subventionné à 0,2 cents d'euros. Et c'est une subvention directe. Donc nous sommes soumis à cette concurrence. Nous devons améliorer les coûts de production au niveau de l'amont pour qu'on puisse justement concurrencer. Ça, c'est pour les laits et pour les viandes. Nous avons un surplus de viande. Nous avons un potentiel estimé à 220 000 tonnes de viande, alors que nos besoins sont de l'ordre de 160 000 tonnes en viande rouge. Le reste, il est exporté sous forme d'animaux vivants vers le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Et ça fait une recette annuelle de plus de 35 milliards d'ouguiya. Les exportations d'animaux vivants fait quand même une grande recette en devise pour les pays. Mais notre vision et notre objectif... Puisque vous parlez de modernisation, quels sont les axes prioritaires d'une rationalisation et de la modernisation de l'élevage justement en Mauritanie? Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est de travailler sur l'augmentation de la productivité au niveau de l'amont de la chaîne, la réduction des coûts de production par des mesures incitatives, par la subvention, par exemple au niveau de l'industrie, par la formation, la maîtrise des technicités dans les systèmes de production, et par justement la mise en place des projets de valorisation des sous-produits. Vous savez, actuellement, par exemple dans la chaîne viande rouge, on a l'exploitation de viande rouge, mais on n'exploite pas malheureusement les sous-produits d'abattage. On a 4 millions de pièces de peau chaque année. Mais pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas ni l'investissement, donc il faut des capitaux, il n'y a pas justement la technicité, et il n'y a pas aussi les opportunités de produire, parce qu'il faut être compétitif pour produire.
Et donc, tout ça, ces packages de mesures sont Mais pourquoi ne justement pas réactiver la tannerie de Kaïdi, les par outputs exemple de la phare de Tembedra, justement. On doit travailler sur ces différents créneaux pour... Mais pourquoi ne pas réactiver la tannerie de Kaïdi, par exemple? Bon, ça, c'est un choix privé. Vous savez, tout ce qu'on fait dans la valorisation, c'est le secteur privé. L'État est là pour appuyer, encadrer et accompagner. La tannerie de Kaïdi ou une autre tannerie, ça dépend de la rentabilité. Donc, c'est des privés qui ont le choix. Actuellement, à Nouakchott, on a 3 à 4 tanneries qui travaillent, mais qui sont soumis aussi à une grande concurrence internationale. Les mesures que l'État peut prendre ou mettre en place pour rendre ces tanneries rentables et compétitifs, c'est des mesures incitatives. C'est un ensemble de mesures, parfois des avantages fiscaux, parfois la réduction de coûts de l'électricité, etc., etc. Donc ça, c'est des choses, c'est des mesures, je pense que avec ces nouvelles décisions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Oui. justement, c'est l'occasion de travailler sur ces... Oui, justement, le Président de la République a annoncé des mesures de redynamisation de l'élevage, la création de fonds, et, de promotion et de 2 établissements publics. De quoi il s'agit concrètement? Bon, en fait, le fonds qui est annoncé, c'est un compte affecté. Et donc, c'est justement, c'est une sorte de garantie de financement dédié au secteur de l'élevage. Donc, c'est des prélèvements qui vont être pris sur certaines Vous pouvez être plus clair pour qu'on puisse bien saisir, qu'on puisse bien comprendre? Je pense que c'est clair. C'est un compte d'affectation, c'est-à-dire que l'État a décidé de créer un compte. Dans ce compte, l'État va prendre des prélèvements sur certaines taxes et les verser dans ce compte. Et donc, ce compte sera alimenté chaque année à partir de certaines recettes fiscales. Et donc, dans ce compte, il y aura une enveloppe qui est renouvelée chaque année Qui va servir et qui est dédiée uniquement au secteur de l'élevage. l'élevage. C'est en quelque sorte une traduction Mais est-ce qu'il de y a la une priorité volonté politique. justement pour cette enveloppe ou pour ce financement? Non, maintenant, une fois on a ces financements qui sont là, c'est au département, selon les priorités de sa politique, d'orienter ces fonds vers ces... Mais ça a été dit aussi dans les discours de monsieur le ministre, il a bien parlé des grandes lignes de priorité. C'est la valorisation, c'est des projets structurants, c'est des incitations à des promoteurs privés pour rentrer dans le secteur de l'élevage. Alors, monsieur le conseiller, qu'est-ce qui est attendu de ces initiatives? Par exemple, qu'est-ce qui est attendu de ces initiatives qu'a annoncé le Président de la République, la promotion des 2 établissements? En fait, vous savez, il est prématuré de déjà se lancer à dire ce qui sera fait, parce que tout simplement, je vous ai dit qu'il y a juste quelques jours qu'on a annoncé ces décisions. Elles sont brutes. Mais ce sont quand même des projections. D'accord, mais écoutez, ni lui ni moi, nous sommes encore dans les détails de cette réflexion qui suit les grandes décisions. Vous savez, les décisions, elles sont brutes. Voilà, le chef de l'État a décidé de prendre 3 décisions visant à valoriser ce potentiel. Alors, il y a tout un travail de détail qui est à faire par chapitre, comme on dit. Par exemple, si vous dites, prenons l'exemple de l'EPIC, qui va s'intéresser à tout ce qui est structurant. L'EPA qui va s'intéresser à l'amélioration des races. Mais quand vous dites ça comme ça, il y a tout un travail à faire, c'est vraiment des détails. Quels sont les sous-thématiques, quels sont les sous-actes, quels sont les objectifs, quelles sont les activités à financer, etc., etc. Il y a également qui va s'occuper de ça. Sont-ils des privés qui en profiteront? Sont-ils des collectifs qui en profiteront? C'est un travail que le ministère va s'y mettre pour concrétiser ça en termes de plans d'action. Ils seront annuels, c'est des plans d'action annuels. Maintenant, l'essentiel, c'est la décision. Désormais, il y a, comme je vous ai dit, un fonds de développement. Ce fonds de développement, et quelles sont les activités éligibles à ce fonds? C'est un autre travail. Qui doit en bénéficier? C'est un autre travail. Quel ciblage et où géographiquement? C'est un autre travail. Donc,
Ici, sur le plateau, on peut seulement dire qu'il y a quand même la garantie et la volonté ferme du gouvernement de mettre des ressources, de les tirer avec des privés et de les chercher auprès des partenaires. Et que donc, il y a quelque part déjà un financement Mais avec acquis. l'expérience maintenant, on va avoir une nouvelle vision. Les citoyens ont envie de savoir ce qui va se passer et comment ça va se passer. Les citoyens, soyez heureux tout simplement que vous avez désormais un regard de près sur le secteur et que désormais le pays s'oriente vers le profit de ses propres ressources. D'accord. C'est tout ce qu'on peut confirmer sur ce plateau. Si vous nous invitez après, nous allons vous dire en plus de détails. Comptez sur moi. Alors, en quoi, dites-nous, la première édition de cette foire de l'élevage a été clôturée vendredi. Et la manifestation a été l'occasion des journées consultatives, nous en avons parlé tout à l'heure, entre les acteurs, développement de l'élevage. Et l'un des principaux résultats, justement, de ces concertations est la décision d'organiser annuellement la foire de l'élevage. Alors, dites-nous en quoi cette décision est-elle importante pour l'avenir de l'élevage? Tout d'abord, comme ça a été annoncé dans le discours du président de la République, et on vient de le dire, la crème de cette foire, c'est la réflexion. Donc, je viens vous dire que nous avons organisé, c'est l'organisation de ces panels. Parce qu'en fait, la partie purement démonstration, elle a été assurée les premiers jours. Voilà, on a visité, c'est terminé. Mais le deuxième jour, et la troisième journée, c'est les panels sur 3 thématiques bien ciblées et bien triées par le département. À savoir, 1. La promotion du secteur de l'élevage transhumant et son intensification. Le deuxième panel sur la valorisation, la commercialisation et la transformation des produits de l'élevage. Et troisièmement, c'est le mécanisme de financement. Donc, ce sont ces 3 ateliers qui se sont tenus durant 2 jours, qui ont été soldés par un ensemble de recommandations qui ont été formulées, remontées au ministre du Développement rural. Pourquoi pas d'ailleurs, ils ont été même portés dans la déclaration de Tembadra. Nous, après les panels, nous avons procédé à la production de ce qu'on appelle aujourd'hui déclaration de Tembadra. La déclaration de Tembadra porte 2 éléments importants. Les décisions du chef de l'État, les 3 que nous venons de citer, et les recommandations formulées par les participants à ces 3 panels. Alors, quelles sont les plus grandes, les plus importantes recommandations? Rapidement. En dehors des thèmes, rapidement. Je retiens tout d'abord l'importance de valoriser tout ce potentiel que nous venons de citer en élevage. Deuxièmement, c'est la revue de tous les textes jusqu'à présent pour les adapter à cette nouvelle vision de l'élevage. Troisièmement, c'est aussi le renforcement des capacités des organisations socio-professionnelles, des acteurs. Et puis, quatrièmement, c'est aussi de renforcer le financement et l'étendre en termes de microfinance et de chercher à impliquer davantage les opérateurs privés. Oui, c'est parmi les recommandations. Rapidement, voilà. Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a désormais un engagement réel de la part de l'État, de la part des ensembles des acteurs pour le développement de l'élevage? Tout à fait. Tout à fait. Il y a l'engagement depuis au sommet de l'État, ici le président de la République, qui a fait le déplacement uniquement pour cette foire, qui a traduit sa volonté ferme dans son discours. Il y a aussi l'engagement des hommes d'affaires. Vous avez vu le patronat, vous avez vu les membres du patronat, les grands hommes d'affaires, qui ont annoncé publiquement leur volonté ferme de rentrer dans l'investissement dans le secteur. Il y a aussi l'engagement du gouvernement, du ministère et du staff technique du ministère, à travers l'organisation, la parfaite organisation d'ailleurs, les échanges. Il y a aussi l'engagement des autres parties prenantes, qui sont les éleveurs, les associations, les organisations, les experts, les personnes de ressources, à travers les réflexions. Donc, je peux bien dire qu'il y a un engagement ferme. D'accord. Alors, monsieur le conseiller, quelles sont les conditions aujourd'hui que le secteur de l'élevage doit impérativement remplir pour réussir sa modernisation? Rapidement. C'est tout d'abord d'élaborer un cadre formel, bien étudié, qui permet de matérialiser ce qui a été décidé, aussi bien dans les panels que pour l'édition du GEFTA. Il y a un travail de conception.
des engagements. Il revient au département de le mettre sur papier un plan clair, validé et défendu même, pourquoi pas, en Conseil des ministres. Deuxièmement, il revient au département de tenir compte des enjeux et des défis au plan ressources humaines, au plan méthodologique et au plan même affectation de toutes ces ressources, de partenariat, de créer cette synergie entre acteurs, différents acteurs. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement le ministère du développement rural. Il y a le ministère de l'environnement, il y a le ministère de l'hydraulique, il y a le ministère, il y a Ta'azur, il y a donc des départements qui sont, il y a même la pêche, il y a l'énergie. Tous ces départements doivent créer une certaine synergie. Le leader, c'est le ministère du développement rural. Alors, consommons poisson ou viande. Pour le choix, c'est un petit peu difficile pour les Mauritaniens, ils préfèrent la viande. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à M. Mohamed Oulnemine, conseiller technique du ministre et président du comité de l'organisation de la foire. Et merci à vous également, M. Ahmed Salem El Arbi, directeur du développement des filières animales et du pastoralisme. Merci de nous avoir accompagnés. Voilà. Vous nous avez dit de ne pas manger beaucoup de viande, les téléspectateurs écoutent. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute notre équipe technique et l'équipe de coordination, bien sûr, la BIADEDA et Mamadou Gueye. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.